Bonjour Thibaut. Nous faisons cette interview aujourd'hui à l'occasion du 2e anniversaire du lancement de ta chaîne YouTube Papotage Scientifique. Et tu as donc consenti à te mettre devant la caméra pour répondre aux différentes questions qui, il faut le souligner, ont été envoyées par les différentes personnes que tu as interviewées tout au long de ces 2 années. Je précise aussi que tu n'as pas connaissance de ces questions puisqu'elles m'ont été envoyées dans le plus grand des secrets. C'est ça. Et donc avant de démarrer avec les différentes questions, nous allons profiter du fait que tu sois devant la caméra pour te demander de te présenter et de nous parler un peu de ton parcours. Alors, je suis Thibaut Nidlet, donc je suis un chercheur INRAE. Et donc, comme tu disais, j'ai fait cette chaîne YouTube depuis 2 ans. Donc mon parcours, en fait, j'ai fait un doctorat en écologie et plus précisément en évolution expérimentale, où j'ai fait évoluer un hôte et son parasite en fonction de la structure du milieu, c'est-à-dire les notions de métapopulation, de migration entre populations et d'évolution de la virulence du parasite. Donc évolution par exemple d'un virus, ça marche aussi. Après, à la fin de ma thèse, en fait, je me posais pas mal de questions où j'aurais eu besoin de modèles mathématiques pour y répondre, des compétences que j'avais pas, et j'ai eu l'occasion en fait d'aller faire un premier postdoc toujours en France, à l'UMR, la ferme du Moulon, qui était spécialisée en génétique quantitative, un postdoc où je pouvais faire de l'évolution expérimentale et de la modélisation, les deux à la fois. Donc il y avait des compétences que j'avais et de nouvelles compétences que je voulais acquérir, donc ça c'était top. J'ai fait pendant 1 an, puis après j'ai poursuivi par un deuxième postdoc dans la même équipe, où j'ai continué à travailler sur le premier postdoc tout en acquérant de nouvelles compétences de modélisation, cette fois-ci dans tout ce qui était flux métabolique, notamment chez Escherichia coli, sur le contrôle métabolique, sur comment en fait la concentration des enzymes jouait sur les flux métaboliques. Donc ça, et à la suite de ces 3 ans de postdoc, j'ai passé un concours INRAE où j'ai été recruté donc à l'UMR Sciences pour l'œnologie pour travailler sur les flux métaboliques de la levure, sur lequel j'ai travaillé là-dessus pendant environ 5 ans. Et puis au bout de 5 ans, je voulais me tourner plus vers tout ce qui était écosystème. Et donc là, j'ai changé un peu de type de modélisation pour aller plus vers des équations différentielles. Et j'ai commencé à faire beaucoup d'expérimental aussi. Et donc, c'est ce que je fais depuis 5 ans. Et maintenant, on va dire que vraiment le cœur de mon métier, c'est plus tellement l'évolution expérimentale, mais l'ingénierie écologique, c'est-à-dire comment combiner différentes espèces de levures pour améliorer le produit final. Et moi, c'est dans le contexte des aliments fermentés. Et je travaille, on va dire, à 50% de mon temps sur le modèle vin et à 50% de mon temps sur le vin, c'est-à-dire en boulangerie, qui sont 2 aliments fermentés où c'est la levure qui a le rôle le plus important. Et voilà. D'accord, mon parcours. Super. Et donc la question qui vient juste après, et qui a été posée par différentes personnes, pourquoi cette chaîne YouTube ? Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans ce projet et quel était le message que tu voulais transmettre ? Alors, il n'y a pas vraiment de message profond. En fait, ça faisait des années que je réfléchissais à faire une chaîne YouTube parce que je suis un grand consommateur de YouTube et c'est quelque chose qui me plaît. C'est aussi une façon de m'ancrer dans l'époque. Et en fait, j'avais rien à dire de particulier. Je me considérais que j'avais pas spécialement d'expertise, des choses comme ça. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte en fait que je trouvais qu'on n'avait pas de médias destinés aux scientifiques qui parlent aux scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chaînes de vulgarisation scientifique où c'est des gens qui prennent les résultats scientifiques et les donnent à monsieur et madame tout le monde, mais on n'avait pas vraiment de médias destinés en fait entre scientifiques. Et je me suis dit, moi je suis un scientifique, donc j'ai un avantage par rapport à tous les autres vulgarisateurs, c'est que je peux les contacter facilement, je les croise dans mon travail au jour le jour. Donc je me suis dit, ça me donne banco, et puis ça me donne aussi une très bonne excuse pour rencontrer plein de scientifiques et leur poser des questions, parce que je suis très curieux, donc ça m'arrange pas mal. Donc c'est surtout ça. En fait, une façon, c'est plus qu'un message, c'est un plaisir personnel de rencontrer plein de gens, et de faire profiter de ça à d'autres, ce qui me permet aussi d'apprendre plein de nouvelles compétences en vidéo, montage, interview. Et tu trouves important d'avoir un média entre scientifiques ? Ça te semble quelque chose d'important ? Oui, je trouve que c'est important parce que autant on a plein de congrès où on va parler science, des choses comme ça, autant on parle peu de notre monde et de la science avec toutes ses règles et de comment on le vit sur les appels à projets, sur les recrutements, et en ce moment en fait c'est quand même une période difficile pour la recherche parce que on est tous d'accord pour dire qu'on est en sous-financement, qu'il y a peu de postes. En fait, je trouve qu'on est dans une période charnière où en fait, on a changé de façon de travailler il y a longtemps maintenant, puisque maintenant on travaille vraiment sur les appels à projets.
mais on n'a pas vraiment muté notre façon de réfléchir, et on est encore très nombreux à regretter le système d'avant, à vouloir y revenir. Et en fait, on n'a pas vraiment d'espace pour discuter entre nous de toutes ces choses-là. Alors, il y a des syndicats qui jouent un rôle, mais c'est un espace très particulier parce qu'il est surtout destiné à gérer les problèmes et à gérer les discussions contre la hiérarchie ou avec la hiérarchie. Alors que là, moi, c'était vraiment pour discuter entre nous et je trouvais ça intéressant. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que en même temps, au même moment, il y a plusieurs journalistes, anciens chercheurs qui se sont rassemblés pour créer un journal à destination des chercheurs. Ça s'appelle The Meta News, et en fait ils ont lancé il y a 2 ans. Donc c'était pile au même moment, donc c'est marrant de voir qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu la même idée, alors différents formats, et eux le font à une échelle bien plus importante que la mienne, puisque c'est leur métier, et Qui ressentent aussi et qui ressentaient ce de... besoin de créer un média pour discuter entre nous, de chercheurs. Et puis ça me permet aussi de donner la parole beaucoup aux doctorants, des choses comme ça. J'aimerais en fait donner la parole aussi à tout ce qui est ITA, technicien, assistant ingénieur, tout ça, mais j'avoue que j'ai du mal pour l'instant. Ceux que je connais autour de moi ont tous refusé. Et donc c'est une question qui... D'accord, voilà. Et donc l'autre question concernant ta chaîne, pourquoi ce nom? Pourquoi Papotage Scientifique? Alors, je voulais que ça reste informel. Je voulais pas que les gens aient peur de dire certaines choses en mode « Attends, c'est pas exactement la subtilité qu'il y a dans le papier scientifique. » Donc je voulais que ça reste très informel. Et donc le fait de papotage. Mais je voulais aussi quand même qu'on parle de science. Parce que je voulais avoir l'occasion de pouvoir, au-delà de parler du monde de la recherche, aussi poser des questions aux gens sur leurs projets de recherche. Parce que je trouve ça toujours hyper intéressant. Et donc, voilà. Alors j'ai pas mal réfléchi, j'ai posé la question autour de moi, j'ai eu différentes idées, tout ça. Et au final, papotage scientifique, ça me convient bien et ça me ressemble, moi qui aime bien papoter. Donc voilà. D'accord. Et donc nous allons poursuivre avec les différentes questions en rapport avec ce projet de chaîne et ensuite nous irons à des questions un peu plus générales. Alors la question suivante qui t'a été posée, c'est: t'es-tu formé au montage et à l'enregistrement vidéo avant de débuter? Alors oui, je me suis formé en auto-formation, pas mal avec des formations qu'on trouve sur internet, par des chaînes YouTube qui expliquent comment faire, des choses comme ça. Après moi, je suis un gros consommateur de YouTube, donc c'est des choses et un gros consommateur de technologie aussi, donc c'est des trucs que j'avais suivi un petit peu, mais oui, je me suis formé. J'ai suivi des tutos sur Final Cut Pro, parce que c'est avec ça que je monte. Ouais, je me suis formé, mais en auto-formation. Je crois que je m'améliore un petit peu au fur et à mesure du temps, mais il y a des trucs qu'il faudrait que je fasse progresser, des choses comme ça. Mais sinon... Tu aurais besoin d'une formation particulière? Non. Plus que... Alors non, parce que je pense que là, mes problèmes, c'est pas tellement des problèmes... En fait, j'aurais pas besoin d'un formateur parce que je sais où trouver l'information qu'il me faut. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est progresser et donc en fait le faire et le refaire et essayer de le faire. Par exemple, j'aimerais bien essayer de progresser en tout ce qui est animation, pouvoir faire des petites animations, les titres qui apparaissent, les sous-titres, créer toute une charte graphique autour de tout ça, parce que c'est un truc que j'aime bien faire aussi, tout ce qui est dessin vectoriel, tout ça. Mais en fait, me forcer à le faire et tout, mais en fait, c'est du temps. Et il faudrait que je prenne le temps de le faire. Donc plus que trouver des formations et des gens à me former, c'est passer du temps. Passer du temps. D'accord. Et quelle est la plus grande difficulté que tu rencontres dans ce projet? Avoir le courage de demander aux gens d'être interviewés, c'est toujours le truc qui est le plus difficile. Pour l'instant, je fonctionne avec mon premier cercle qui m'a présenté des gens d'un deuxième cercle, qui vont me présenter des gens d'un troisième cercle, mais par exemple, il y a des gens dont je vois passer des interventions dans différents types de médias, des choses comme ça, et je me dis, tiens, je pourrais leur proposer, mais je les connais ni là ni là-dedans, donc j'ose pas trop encore. Ça, c'est des trucs que j'ai du mal à faire. De même, il y a des gens qui sont un peu plus dans la politique de la recherche, des chefs de département, des choses comme ça, et je me dis, non, mais tu vas attendre d'avoir une chaîne plus grosse, tout ça et tout. Mais ouais, c'est ça le plus dur pour moi, c'est vraiment d'avoir le courage de contacter les gens, et de leur expliquer ce que je fais, et de dire, non, mais si, c'est bien, en fait, venez. Donc c'est le plus dur, ouais. Et donc la question qui vient après, et qui est un peu complémentaire, c'est: est-ce que tu as essuyé des refus pour participer, et si oui, pour quelles raisons? Alors j'ai reçu pas mal de refus, je sais pas si c'est la majorité, mais peut-être la majorité des cas où en fait les gens me disent non. Alors beaucoup de gens en fait veulent pas parler devant une caméra, tout simplement. Ça les gêne, ils se sentent pas à l'aise, voilà. Il y en a d'autres, ça les intéresse juste pas, en fait ils voient pas l'intérêt, voilà. Et il y a pas mal de gens, ça je pense que c'est plus au niveau des ITA tout ça, qui se sentent pas légitimes pour parler.
Par exemple, là, j'ai demandé à un doctorant que je vais faire bientôt, qui au début m'a dit non, mais en fait, moi, je suis pas un expert du tout. Et je lui ai dit, mais t'as vu que j'ai interviewé plein de doctorants? Il fait, ah bah non, j'avais pas vu. Et donc, il est allé regarder, et comme il a vu que d'autres doctorants l'avaient fait, bah là, maintenant, il se sent légitime de le faire aussi. Donc, c'est ces trois trucs-là, c'est... Et pas envie d'être et pourtant, le format, c'est pas de leur demander leur expertise sur quelque chose, c'est vraiment de discuter de leur projet scientifique. Ouais, mais je pense que là, c'est notre communauté qui est comme ça. Quand on n'est pas l'expert pointu, qu'on n'a pas fait toute la biblio sur un sujet, non, on parle pas, on dit rien. Et donc, demander à des gens, par exemple, de s'exprimer sur les appels à projets et l'ANR, tout de suite, oulala, attends, je suis pas un expert, je sais pas faire de la biblio, tout ça et tout. Donc, et je pense que ça, c'est notre communauté qui est comme ça. Et donc, on a besoin vraiment de se sentir légitime pour parler, pour avoir une parole dans les médias. Et je pense que là, ça aide, ou à chaque fois, notamment là où le nom de la chaîne aide, le fait que ce soit papotage, que je leur explique bien que c'est informel, qu'on discute. Un truc qui les rassure aussi, c'est que je leur dis que tout est monté, et qu'ils ont un droit de regard sur tout ce qui est diffusé, et ils le voient avant diffusion. Donc tout ça, ça les rassure bien, parce que régulièrement, en fait, quand je montre une première version, ils me disent oui, alors ce petit morceau-là, on va le couper finalement, parce que là, je critique quand même mon encadrement, et je préfère pas. Donc dans le feu de la conversation, ils disent des choses qu'après, ils n'ont pas forcément envie, donc j'enlève des petits morceaux. Ou par exemple, j'ai eu un cas intéressant, j'ai demandé à quelqu'un qui travaillait sur le climat, de parler de El Niño, tout ça, et il n'était pas expert de la question, donc il a dit 2-3 trucs qu'il se souvenait, tout ça, et puis après, entre l'interview et le moment où je lui ai montré les vidéos, il m'a dit non, je me suis renseigné, manifestement il a fait sa biblio à fond sur le El Niño, il dit non, mais tu coupes ces morceaux-là, parce que là j'ai dit des trucs qui sont pas vrais, c'est des approximations, donc enlève-le. Donc voilà. Ouais. Ok. Et as-tu refusé, toi, des candidats? Non, pour l'instant, en fait j'ai eu aucun candidat en candidature spontanée pour l'instant. Alors, je pense que ça va... Alors, si mes plans se déroulent bien, ça va se passer, parce que j'aimerais bien consacrer la prochaine année à donner de la visualisation à la chaîne, de la visibilité à la chaîne, c'est-à-dire la mettre... Alors, j'ai déjà un compte Twitter, mais le rendre beaucoup plus visible, beaucoup plus actif, mettre sur LinkedIn que je fais des vidéos, ça c'est l'étape d'assumer cette partie de nous, parce que j'assume pas forcément à fond encore de faire ça, mais je pense que ça, ouais, et donc je pense que quand j'aurai de la visibilité vraiment de plus en plus, et que je dirai ouvertement, si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à me contacter, tout ça. Voilà, j'aurai peut-être des gens qui se proposeront. Après, la seule raison que je vois pour qui je refuserais, enfin non, peut-être pas deux choses. La première raison, ce serait que en fait, j'ai trop de demandes, et ça, je suis tranquille, je suis large. On est large. Je pense que ce serait la seule raison pourquoi refuser. Ou peut-être, imaginons quelqu'un qui en ce moment veut discuter dans un média, mais qui est très polémique, ou des choses comme ça. Il y a des chercheurs en France qui sont très polémiques, que ce soit sur les OGM ou sur le Covid ou des choses comme ça. Et peut-être que là, ça me gênerait. D'accord, tu ne donnerais pas la parole à ce genre de personnes? Bah ça dépend. Non, je sais pas. Honnêtement, je pense que je suis tranquille. Je pense que ça n'arrivera pas, je suis tranquille. Mais peut-être qu'un jour, j'aurai trop de demandes. J'aurai trop de gens à interviewer. On l'espère pour toi. Ouais. Et du coup, existe-t-il des domaines de la science que tu évites ou que tu éviterais? Non. Ce que tu viens d'évoquer, par exemple, les personnes qui sont polémiques sur les OGM, sur le Covid, etc. Est-ce que c'est des sujets que tu pourrais éviter? Non. En fait, ça, non. Alors, là-dessus, j'ai une opinion assez claire, c'est que ça rejoint un débat qu'on a de plus en plus dans la recherche sur le chercheur militant. Et pour moi, en fait, le chercheur militant ne pose un problème que quand le chercheur ne respecte plus la démarche scientifique. Et d'ailleurs, les cas qu'on a entendu parler dans les médias, où c'est revenu, où la communauté scientifique s'est déchirée autour d'une étude, elle s'est jamais déchirée sur le fait que le chercheur défendait un propos social ou politique fort. C'était parce que la méthode était foireuse, et qu'on le disait, non mais collégialement, on disait non mais la méthode là, elle va pas, les tests, les témoins sont pas bons, tout ça et tout. Donc pour moi c'est ça qui pose problème. À partir du moment où ce truc il est correct, où la méthode est correcte, qu'on soit militant et qu'on défende une cause, bah, ça pose pour moi aucun problème, parce qu'avant tout, de toute façon on défend tous des causes à différents degrés, parce qu'on a tous des opinions politiques, et je trouve ça plutôt bien, mais tant que la méthode est rigoureuse, pour moi ça pose aucun problème. Donc je pense pas que j'éviterai des sujets. Là par exemple, tu vois, j'ai vu passer un article d'une scientifique qui faisait le point sur ce qu'on savait du nucléaire.
des nouveaux, parce que là, avec la politique en ce moment, on parle des nouveaux types de réacteurs, des choses comme ça. Et je me dis, mais ce serait vachement passionnant de faire des trucs qui sont un peu plus d'actualité, c'est-à-dire de demander à des scientifiques experts dans un domaine dont on parle, le point de vue vraiment de scientifique à scientifique, expert, loin de tout ce qui est politique, loin du format journalistique qui va couper vachement, des choses comme ça. Mais non. Après, je pense que plus ce sera loin de mon expertise, plus ça me plaira. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai fait un mathématicien, globalement, j'ai rien compris à ce qu'il fait. Voilà. Mais je trouve ça passionnant, en fait, parce que le voir travailler, comment il travaille, et en fait, il travaille très différemment de moi, et je trouve ça hyper intéressant. Et j'aimerais bien aller vers les sociologues, toutes les sciences humaines que je maîtrise pas, qui sont... Non, ouais. D'accord. Et comment ton département à l'INRAE apprécie-t-il ton activité sur YouTube? Comment perçois-tu la perception de l'INRAE? Alors, pour l'instant, il n'y en a pas, parce que pour l'instant, c'est quelque chose que je fais uniquement sur mon temps personnel et qui est dissocié de mon identité de scientifique. Donc, à chaque fois que je fais une interview, soit j'ai posé une RTT, une demi-journée, des choses comme ça. Donc, moi, je le fais vraiment à part. À chaque fois, je demande aux gens de s'exprimer en leur nom à eux-mêmes et pas en nom de l'institution. Donc, pour l'instant, c'est complètement décorrélé de mon activité INRAE. Ce sera peut-être plus cette année, puisque, entre autres, j'ai commencé à travailler sur mon HDR. Et dans mon HDR, j'ai prévu un chapitre qui sera sur travailler autrement, dans lequel je vais parler d'open science et de sciences reproductibles, de recherche participative, et probablement de la chaîne YouTube. Et donc de l'intégrer à mon travail. Voilà, donc là, je saurai après... Est-ce que tu prévoirais par exemple d'intégrer les voies de communication de l'INRAE, parce que l'INRAE aussi a quelques voies de communication. Est-ce que tu pourrais peut-être... peut-être. En fait, ça va dépendre du format, de comment, tout ça. Un truc qui me plaît, en fait, de le faire moi et de mon côté, c'est que je choisis qui j'interroge, comment j'interroge, qu'est-ce qu'ils disent, tout ça et tout, et j'ai une liberté totale. Alors après, j'ai commencé à réfléchir à ça, évidemment, parce que l'une des questions qui me pose problème, c'est, sur la chaîne à long terme, c'est que si je veux interviewer des gens qui sont de plus en plus loin géographiquement que moi, je peux profiter de temps en temps de mes déplacements professionnels pour, quand je vais à Paris pour mon boulot, me dire tiens, je prends 2 jours de RTT sur place pour interroger des gens, et ça va compliquer, alors que je me dis que peut-être que ça va me coûter de l'argent de faire des déplacements. Et donc peut-être là que je pourrais demander des financements complémentaires. Et si je demande des financements, il y a différents formats, soit ça peut être du sponsoring, donc dire à INRAE, je mets votre logo et tout, et vous me donnez de l'argent, ou même faire que la chaîne devienne une chaîne INRAE. C'est des possibilités. Après, j'aurais peur que si ça devient une chaîne INRAE, que je sois limité à la communauté INRAE. Et moi, j'ai déjà interviewé des gens du CNRS, des maîtres de conf, des choses comme ça, et je veux pouvoir continuer à le faire. Donc ça va... Ouais. Après, je ne sais pas du tout comment percevrait la chaîne. Ce que je sais, c'est que des gens à qui j'avais jamais trop discuté de ce travail-là, tout ça, et qui l'ont appris par droite ou à gauche, à chaque fois, j'ai des retours assez enthousiastes des gens, ils trouvent ça intéressant, ils trouvent ça bien, ils me demandent comment j'ai le temps, des trucs comme ça, mais donc, ouais. Peut-être que si j'ai le courage cette année, je demanderai à un des chefs de département que je connais s'ils veulent participer à l'interview, et donc dire à mon chef de département, tiens, je fais ça aussi, et voilà. Donc, et tu sauras à ce moment-là la perception de... C'est ça, et voilà. Après, moi, je sais qu'INRAE soutient des projets qui sont des projets... où des chercheurs s'investissent dans quelque chose de très long, sur des années, qui n'est pas plus de la production scientifique de recherche. Par exemple, j'ai fait l'interview de Denis Bourguet, qui a co-créé la Peer Community In, qui est un nouveau système de publication. Et lui, ça fait 5 ans qu'il est à 100% là-dessus, avec un autre DR INRAE, donc c'est 2 DR INRAE à plein temps là-dessus, avec un soutien total de la hiérarchie. Donc c'est des choses qui existent. Alors après, faut voir quoi, on verra. D'accord. Et du coup, à ta connaissance, existe-t-il des expériences similaires dans d'autres instituts, en France ou dans d'autres pays? Alors, dans d'autres pays, je ne sais pas. En France, ouais, il y a des trucs un peu similaires. Par exemple, l'INRAE fait des petites vidéos maintenant à chaque fois qu'il y a les lauriers de l'INRAE, qui sont des prix de recherche. Chaque fois, il y a une petite vidéo un peu sympa, mais c'est des formats beaucoup plus clairs, beaucoup plus courts. Je ne connais pas d'interview vidéo de scientifiques destinée aux scientifiques. J'en connais aucun. D'accord. Voilà. Et quel bilan tires-tu de cette expérience?
Je trouve ça génial, moi. Ouais, vraiment. Alors, j'ai plein d'idées pour en faire plus, de plein de côtés, mais en fait, rien que le fait de me forcer à rencontrer des scientifiques que je connais pas, de me pencher un peu sur leur travail, sur leur façon de travailler, je trouve ça génial, en fait. Et ça, c'est ce qui me motive le plus, c'est de continuer à rencontrer des gens. Et moi, je trouve, ouais, non, c'est vraiment génial. C'est du boulot. Je crois qu'à l'heure actuelle, ça doit être une 15aine d'heures par mois. Donc ça, c'est totalement raisonnable. Si je fais toutes les idées que j'ai envie de faire, ce sera peut-être doublé. Et là, c'est encore gérable, une vingtaine d'heures, disons que ça doit être gérable sur mon temps personnel. Si c'est plus, il va falloir que je réfléchisse à des choses. Genre me mettre à 90% ou à 80% des trucs comme ça, ou que ça fasse partie de mon travail de recherche, enfin de mon travail de chercheur et plus de recherche, mais ouais. Et qu'est-ce qui te manque le plus après toutes ces interviews? Des nouvelles personnes interviewées. J'aimerais bien avoir le problème qu'on disait de devoir refuser des gens parce que j'ai une liste de 20 personnes. Là par exemple, j'en ai théoriquement j'ai de quoi faire jusqu'à mars, avec des dates prises d'interview jusqu'à mars, en comptant celle-ci. Et donc il faut que je continue en permanence à faire ça et tout, donc et puis je reçois pas mal de refus. Enfin, souvent je reçois juste pas de réponse en fait. D'accord. Des gens, ils me répondent juste pas, donc et j'ose pas les relancer en disant en fait j'avais envoyé un mail. Donc ouais, c'est ça qui me manque. J'ai plein de gens à interviewer. Et du coup, depuis tout à l'heure, tu parles de tes différents projets pour la chaîne. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Qu'est-ce que tu envisages de faire pour le futur? Alors, j'aimerais bien continuer les interviews, ça c'est le truc que mais j'aimerais bien rajouter en fait des trucs, des tutoriaux autour, par exemple. J'avais une première idée, c'était de faire des petites vidéos qui expliqueraient certains concepts. Par exemple, là, j'ai filmé une première version sur expliquer l'impact factor, c'est-à-dire comment c'est calculé, avec des petites anecdotes. Par exemple, j'ai vu qu'il y a un article scientifique sur l'impact factor qui a calculé que l'impact factor, la seule chose qu'il arrive à bien prédire, c'est le taux de rétractation des papiers. C'est-à-dire un truc pas bon du tout. Donc c'est assez marrant. Donc ça, j'ai réfléchi à faire l'H-index, de faire par exemple le classement de Shanghai. On parle beaucoup du classement de Shanghai, on dit beaucoup c'est de la merde, ça sert à rien. Mais en fait, quand je demande aux gens, personne ne sait comment il est calculé réellement, enfin pas la grande majorité de gens. Donc des choses comme ça. J'envisageais aussi à faire des tutoriaux liés à des logiciels qu'on utilise tous les jours, par exemple. Moi je sais que je fais des formations régulières à R, dans mon UMR, à l'analyse statistique R, je pourrais les mettre en vidéo et les mettre comme ça. Ce qui me ferait, sur les années, gagner du temps. Des choses comme ça. Après, moi, j'utilise plein de logiciels, par exemple les logiciels de bibliographie, les choses comme ça. Ça pourrait être intéressant de rajouter des petits trucs comme ça. Voilà. Et l'autre idée que j'avais, c'était de faire des vidéos autour de papiers scientifiques. C'est-à-dire reprendre, par exemple, faire l'interview d'un chercheur qui travaille dans ce domaine-là, puis, en plus de l'interview, moi, prendre un de ces papiers, le décortiquer à ma façon, le comprendre, tout ça, et faire une vidéo dessus. Avec lui en validation, évidemment, pour pas que je dise des conneries, mais ça me paraîtrait pas mal. J'avais pensé à l'INRAE, on fait remonter des faits marquants régulièrement, donc ça pouvait être aussi prendre ces trucs-là, et voilà, mais destiné plus à des chercheurs qu'à monsieur et madame tout le monde. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a une autre chaîne de contenu scientifique que tu voudrais recommander, que tu aimes bien et que tu voudrais recommander? J'en ai parlé tout à l'heure, mais j'aime beaucoup ce que fait l'INRAE sur les lauriers, les petites vidéos. Elles sont plutôt drôles, c'est des petits témoignages, ça dure même pas 5 minutes, c'est avec plein de petites blagues, de trucs comme ça, que je trouve intéressants. Ça, je trouve c'est bien fait, quoi. C'est sympa. Après, par rapport à ce que je fais moi, je connais pas d'autres chaînes qui fassent à peu près la même chose. Il y a le journal, le magazine Meta News, là que je trouve vraiment, qui fait la même chose que moi, mais en un contenu beaucoup plus journalistique et beaucoup plus actualité, tout ça, et je trouve ça vraiment bien. Après, il y a plein de chaînes de vulgarisation que j'aime bien. Alors, en général, c'est pas des chaînes de vulgarisation sur mon domaine spécifique à moi, parce qu'il y a des chaînes de vulgarisation, par exemple, sur l'évolution et la biologie, et à chaque fois, ça me titille, parce que il dit des trucs parce qu'il y a des choses qui sont des raccourcis, tout ça, ce qui est parfaitement vrai, parfaitement bien pour de la vulgarisation, mais quand tu es expert du domaine, tu ne vois que ça. Donc ça m'embête un peu aux encournures. Après, il y a des chaînes d'histoire, par exemple, il y a très connue qui est Nota Bene, qui est hyper connue, mais il y a des choses sur le langage, enfin, il y a plein de chaînes de vulgarisation hyper bien. Je les ai pas toutes en tête en fait, c'est le problème. D'accord. J'ai des noms que je pourrais. mais ouais, c'est plutôt
les chaînes les vidéos que l'INRAE fait sur des scientifiques qui vont être Les lauriers, ouais, ça c'est bien, ça j'ai trop bien fait. Et puis quelques chaînes de vulgarisation sur YouTube. Ouais. Après, il y a les facs commencent à le faire pas mal. Il y a pas mal de facs qui commencent à faire des choses comme ça, mais c'est pas régulier. Puis en fait, c'est de la communication. C'est pas exactement le même format, quoi. Le public, en fait, je pense pas que le public de ces choses-là soit vraiment les autres chercheurs. Pour les lauriers INRAE, oui. Mais ouais. Après, j'ai peut-être raté des trucs d'ailleurs. Si j'ai raté des trucs, il faut me le dire. Des autres chercheurs qui ne sont pas experts du domaine et qui veulent juste oui. avoir de la culture générale. Oui. Et donc, la question qui suit, as-tu eu des opportunités suite à tes vidéos? Pas encore. Non. Alors, j'ai rencontré des gens. On m'a présenté des gens, parce que j'ai fait une première vidéo avec quelqu'un qui m'a dit « Tiens, il faut absolument que tu fasses cette personne. » Tout ça. Là, j'ai discuté avec quelqu'un qui a trouvé que c'était génial les formats vidéo et qui disait bah, justement, eux, ils réfléchissaient à faire ça dans leur domaine à eux. Et je leur avais dit bah, si vous avez envie de faire, n'hésitez pas. Après, je pense que ce qui va bloquer là, c'est que c'est une activité personnelle en plus du boulot. Ça ne fait pas partie de mon activité de boulot. Donc, me solliciter en tant que personne pour le faire, dans quel format, dans quel truc. Et moi, par exemple, j'ai pas d'entreprise, j'ai pas tout ça. Donc, ça, je pense que ça peut être un peu bloquant, mais en même temps, le jour où on me sollicitera, ce sera toujours le temps de créer une autre entreprise ou tout ça. Mais non, pour l'instant, j'ai pas, à part rencontrer des nouvelles personnes, j'ai pas eu d'opportunité. D'accord. Donc, merci pour ces réponses. Ouais. Et là, nous allons passer à des questions plus générales. D'accord. Sur la recherche et ton rapport à la recherche. Ouais. Donc, l'une des questions qui est venue, quelle est pour toi la définition du métier de chercheur et comment tu expliquerais simplement à une personne qui ne connaît pas ce métier? Alors, je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, c'est pas moi qui avait dit, qui comparait les chercheurs à des enfants, qui disent pourquoi. Et je pense que quand j'étais petit, je disais beaucoup pourquoi. Et en fait, c'est ça pour moi. C'est le métier de chercheur, en fait, c'est qu'on a une question et on veut y répondre. C'est aussi. Alors, et pour ça, on utilise une méthode qui est rigoureuse, avec, on essaye en fait d'en sortir le plus possible les biais humains, les émotions, tout ça, en suivant une méthode qui a fait ses preuves et qui évolue tous les jours avec, je crois que c'est la science de l'épistémologie, la science de faire des sciences. Pour moi, c'est ça, on a une question, on veut y répondre. Et ouais, c'est ça. Et rester enfant toute sa vie. Ouais, et toujours demander pourquoi. Mais pourquoi Mais pourquoi? Et que penses-tu de l'avenir de la recherche en France? Et s'il faut améliorer quelque chose, qu'est-ce qu'on devrait améliorer en priorité? Alors, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas évident de savoir. Parce que la réponse classique qu'on va tous donner dans la communauté, c'est plus d'argent. Plus de postes, plus d'argent. Et alors, oui, ce serait vachement bien d'avoir doublé le budget du CNRS, de l'INRAE, de tout ça, de toute la recherche. Et je pense vraiment que qui fait l'avenir d'un pays à très long terme à l'heure actuelle, c'est éducation, recherche. Alors après, si on dit, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'il faut changer à budget constant? Là, ça devient plus compliqué. C'est pas vraiment évident. Moi, un truc que j'aurais aimé voir, en fait, c'est que là, on a donné plus, il y a une nouvelle loi qui est passée, qui a donné plus de ressources, par exemple à l'ANR, des choses comme ça, pour augmenter le taux de réussite, ce que je trouve bien. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est que, à l'heure actuelle, on a la part chercheur, qui est une dotation annuelle, mais qui ne nous permet pas du tout de faire de la recherche avec ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un master et financer ses manips sur cet argent. On ne peut pas payer nos congrès, on ne peut pas payer nos papiers. Parce que le budget est trop... Parce que c'est vachement trop petit. Moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est qu'on ait un budget comme ça qui soit beaucoup plus important. Par exemple, on va dire 25 000, 30 000 euros par an, pour tout chercheur qui fonctionne, et qu'on aille faire des appels à projets pour des choses ambitieuses. À l'heure actuelle, on est obligé de faire des appels à projets, même pour des choses pas ambitieuses. Et résultat, on passe beaucoup de temps à faire ces appels à projets, et comme ces appels à projets, tout le monde les fait, et le taux de réussite est minable. Donc, je pense que si on avait un budget pour fonctionner au jour le jour, parce qu'il y a plein d'expériences que j'aimerais faire, qui ne sont pas des grandes ambitions, qui sont plein de petites questions à répondre, qui n'ont pas un grand lien, qui ne sont pas une grande histoire pour pouvoir monter un projet ANR. Et ça, je trouve que c'est dommage. Parce que résultat, on est obligé de construire des projets ANR qui sont d'un coup gros, parce qu'il faut plusieurs équipes, donc des choses comme ça, il faut beaucoup de budget et tout ça, et donc tout de suite, ça monte à des projets à plusieurs centaines de milliers d'euros.
Et donc, est-ce que tu ne penses pas que ça inciterait certains chercheurs à ne pas avoir recours aux appels au projet et à se contenter d'avoir cette somme-là et de fonctionner avec? Oui, et ce serait parfait. D'accord. Si imaginons que 2 tiers des chercheurs ne font pas d'appel à projet tous les ans, fonctionnent avec cette somme-là, font de la recherche de qualité avec des évaluations, tout ce qu'il faut, et qu'on aille vers les ANR que quand là on a un projet vraiment ambitieux. Par exemple, moi dans mon domaine, donc on disait les aliments fermentés. Il y a plein de petites questions que je me pose qui sont intéressantes, auxquelles je peux répondre. Mais par exemple là, je me pose une question de la généricité de ce que je vais trouver. Et moi, j'aimerais bien tester certaines questions sur plein d'aliments fermentés différents. Mais moi, je ne suis pas spécialiste de ces aliments, donc ça implique de travailler avec d'autres équipes. Donc là, d'un coup, on voit l'intérêt d'un appel à projet, puisqu'on va réunir ensemble 5-6 équipes différentes, énormément d'expérimentations différentes, des appareils, tout ça, et là on se dit, tiens, pour ça, c'est ambitieux, c'est très coopératif, on fait un appel à projet. Et j'aimerais bien en fait qu'on puisse avoir ce choix-là, le choix de garder les appels à projet que pour les choses ambitieuses. Et pouvoir avoir ce financement, moi c'est le seul truc que je changerais, ouais. Donc on va revenir à plus de moyens pour les chercheurs. Oui. Mais je sais pas en fait. Alors je m'étais penché sur les budgets tout ça, mais j'ai pas fait les calculs complètement de combien ça coûterait de donner 30 000 € à tous les chercheurs INRAE, par exemple. Bah, ça dépend aussi de la recherche. Il y a des chercheurs qui dépensent plus que d'autres. Oui, mais alors le problème c'est que là ça revient à des appels à projets. Parce que si tu dis oui, mais attendez, dans cette communauté-là, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'argent, donc on leur donne 5 000 €. Dans cette communauté-là, ils ont besoin de beaucoup d'argent, donc on leur donne 50 000 €. Et dans toutes les autres communautés intermédiaires, ils ont besoin de combien? Donc, bah oui, mais c'est pas à nous de décider. Puis là, tu reviens à la question, c'est pas à nous de décider combien le chercheur a besoin. Donc, on va demander au chercheur. Donc, le chercheur va faire des appels à projets, ça revient. Alors, si tu donnes une somme forfaitaire, bah, c'est réglé. Alors, je te l'accorde, tous ceux qui font de la modélisation et que de l'informatique, avec 30 000 €, c'est les rois du monde, tu vois. Ils peuvent s'acheter des super... En même temps, ils s'achèteraient énormément de calculateurs, tout ça et tout, et puis... pourquoi pas? Ils pourraient recruter des gens, des CDD, et pourquoi pas? Alors c'est sûr, après, ceux qui font appel à des... Après, 30 000 € par an, je pense que même pour les chercheurs qui font de l'expérimental, c'est pas mal du tout. Ah bah moi, 30 000 € par an, c'est plus que ce que j'aurais besoin réellement. Ah oui. Moi, je pense qu'avec 20 000 € par an, je fais tout ce que j'ai en tête tous les ans, et j'ai pas besoin de faire d'appel à projet pour les questions que je vais me poser sur mon ou mes modèles avec le pain et le vin. Mais des trucs ambitieux, par exemple, 20 000 € par an, ça suffit pas. Ouais. Quel est, à ton avis, le chercheur montpelliérain qui aura le plus gros impact pour améliorer le monde de demain? Et pourquoi? Alors, je connais pas les chercheurs montpelliérains, donc c'est une colle. C'est le chercheur montpelliérain. Ouais. Mais comme je les connais pas, les chercheurs montpelliérains, je sais pas. De tous ceux que je connais, moi, je vais citer Denis Bourguet. Et après, c'est pas le seul, il y a son collègue qui s'appelle Thomas, parce que pour ce qu'ils ont créé sur les nouvelles types de publications. Je pense que l'un des gros problèmes qu'on a dans la recherche, c'est que notre système de publication, il est aberrant, voire malhonnête. C'est-à-dire que on paye pour donner nos droits d'auteur. C'est-à-dire qu'on perd nos droits d'auteur et on a payé en plus. Et les gens qui veulent consulter notre science doivent payer encore en plus. Et ça, je trouve ça aberrant. Je trouve qu'il y a un système parasitaire qui s'est mis en place. Ça avait du sens à l'époque où il y a 40 ans ou 50 ans, quand on envoyait les magazines de recherche dans le monde entier, tout ça. Maintenant, c'est des parasites qu'il faut supprimer. Alors après, je ne parle pas des éditeurs, parce que le travail d'édition, il est intéressant, mais là, c'est vraiment ça, le nouveau système de publication qui s'affranchit de tout ça. Je pense que ce genre de choses, ça fait vraiment énormément de bien à long terme. Et je crois beaucoup plus à ça à un chercheur qui va trouver un truc incroyable et formidable à lui tout seul qui va changer le monde. Pour moi, à l'heure actuelle, ça n'existe plus. Pour moi, en fait, maintenant, on est une chaîne permanente et on avance tous en même temps dans un domaine, en lisant les papiers des autres, tout ça, et on avance tous par petits pas. Et je ne crois pas au génie unique. Voilà. Pour moi, les gens qui vont changer les choses à très long terme, c'est les gens qui changent le système pour l'améliorer. Mais là, tu parles de gens qui vont changer le système de recherche. Oui. Mais la question, c'est les gens qui vont changer le monde. Mais pour moi, c'est ce que je te dis. Parce que pour toi, en changeant le système de recherche, on change un peu le... En changeant le système de recherche, en mettant déjà en économisant de l'argent là-dessus, le mettant ailleurs, en rendant la recherche plus disponible, tout ça, pour moi, c'est ça qui va, en fait, c'est des effets boule de neige. Je crois pas à un chercheur qui va trouver... Alors après, je peux te citer pour moi, le truc à trouver. Tu vois, le truc à trouver pour changer le monde demain, c'est ça.
Mais j'y crois pas qu'un chercheur va y arriver seul. Pour moi, le mec qui va trouver ça, qui va changer le monde, quand on lui posera la question à lui, il dira que déjà c'est un travail d'équipe avec 30 mecs, et que toute sa communauté aura eu la même idée plus ou moins 6 mois après, tu vois. Et donc, voilà. Et pour moi, ce qu'il faut là Donc, maintenant tu ne trouver... crois pas à un Einstein Non, mais, du 21e siècle? non, mais Einstein a fait des trucs très bien, mais Einstein, il était à la même époque, plein d'autres scientifiques faisaient des trucs extrêmement bien, et il discutait avec les gens. Einstein, il n'était pas tout seul dans son coin, il parlait avec plein de chercheurs. Après, moi, c'est pas mon domaine de spécialité, mais par exemple, j'ai un exemple là-dessus que je trouve vachement bien, c'est Darwin. Darwin, juste avant de publier son travail, il a reçu... alors, je confirmerai l'histoire de mémoire, de l'époque où j'étais en DEA. Juste avant de publier son livre sur les espèces, a reçu un manuscrit d'un chercheur qui travaillait en Inde qui avait trouvé la même chose. Voilà. Il avait reçu la même théorie, les mêmes explications, tout ça, très proche. Bon, Darwin, avant de publier ce truc-là, a publié le sien. Voilà, donc c'est un peu moyen. Mais ça veut dire qu'à l'époque, déjà, 2 scientifiques à 2 endroits complètement différents du monde, les Galapagos et l'Inde, avaient abouti aux mêmes théories, aux mêmes concepts, tout ça. Donc, c'est pas parce qu'on en met un en avant que les autres... En fait, c'est pour moi... Ce qui met vachement en avant un chercheur, c'est pas tellement son travail à lui. Je crois pas aujourd'hui, en tout cas, au génie unique. D'accord. Voilà. Ok. Parmi les autres thèmes de recherche actuels, toutes disciplines confondues, y a-t-il des sujets qui te fascinent? Tous. Et si tu pouvais faire de la recherche sur un autre sujet que ton sujet actuel, quel sujet voudrais-tu traiter et pourquoi? Alors déjà, ce qui est assez, un truc qu'il faut savoir, c'est que moi je travaille sur la levure et sur les aliments fermentés. Mais fondamentalement, la levure, je m'en fous un peu. Le vin ou le pain, je m'en fous un peu. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est les concepts qu'il y a derrière. En fait, ce qui m'intéresse, c'est la complexité. J'aime les trucs très compliqués qu'on essaie de décortiquer par tous les bouts. C'est la curiosité intellectuelle, c'est la complexité. C'est pas vraiment... j'ai pas une passion pour la levure, c'est pas mon sujet. Si demain, je change et je pars travailler sur des bactéries, sur... ok, moi ça me va très bien, voilà. Les choses qui me fascinent, il y a tout ce qui est espace, que je trouve fascinant, où là, j'adorerais travailler. La dernière fois, je me demandais comment je pouvais essayer de faire un projet où ils fassent du pain au levain dans la station internationale. Mais il y a un projet sur ça en Allemagne. Oui, il y en a. Ils ont le projet de faire du pain dans l'espace. Il y a des gens qui travaillent en microbiologie pour essayer de recycler les eaux et l'air dans les vaisseaux spatiaux pour faire en sorte qu'on puisse aller plus loin. Donc ça, je trouve ça fascinant. Après, la sociologie, je trouve ça extrêmement intéressant aussi. Si demain on te dit, allez, on te donne 2-3 ans, tu pars de ton UMR, tu vas dans une autre UMR faire de la recherche, qu'est-ce que tu ferais? Quel sujet tu choisirais? C'est pas facile, parce que bon, il y a tout ce que j'ai parlé sur l'espace, ça me passionnerait, mais je trouve ça génial. Un truc que j'aimerais faire, je sais pas si ça a été fait, j'ai pas trouvé de trucs qui l'ont fait, tout ça, mais un truc que j'aimerais faire, c'est vraiment faire une analyse sociologique et économique des laboratoires de recherche, de comment ils sont construits, de comment ils fonctionnent, de comment les réseaux humains fabriquent la science en lien avec les financements. Et vraiment faire une étude exhaustive de... Parce que je me rappelle, quand j'étais recruté à l'INRAE, l'INRA à l'époque, il y avait un week-end d'intégration où on parlait de plein de choses. Et ils ont parlé aussi des bonnes pratiques, de ce qui fait qu'une UMR marche bien, des séminaires, tout ça. Et je leur avais posé la question de, qu'est-ce qui fonctionne? C'est quoi le résultat de votre étude? Ils nous avaient dit, ça dépend des gens. Et je trouve que cette réponse, ça m'avait hyper frustré. Et je pense que si on analysait vraiment l'ensemble des laboratoires français, on pourrait trouver qu'est-ce qui favorise les bonnes pratiques, des choses comme ça. Ça m'intéresserait aussi. Donc tu vois, ça va de la sociologie à l'espace. Sociologie à l'espace. Ok. Donc il y a plein de sujets qui te passionnent. Voilà. Et donc je vais pouvoir leur faire des interviews de ces gens-là et comme ça je saurai. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses qui ont déjà été faites mais que je connais pas. D'accord. Est-ce qu'un chercheur rêve la nuit de sa recherche? Et est-ce impactant sur sa vie de famille? Alors, impactant sur la vie de famille, oui. Alors déjà, je pense que les chercheurs, si on est chercheur, c'est aussi parce qu'on est autiste. Je pense que notre faculté à rester obsédé par des questions qui sont, pour le reste des gens, un point de détail pas forcément hyper important, fait qu'on est obsédé par notre travail, on est une communauté de passionnés. De toute façon, c'est un métier qui est globalement dur, on en a parlé avec les problèmes de financement.
Et c'est un métier en fait où on réfléchit, donc on s'arrête pas de réfléchir, donc on y pense le soir, dans le lit, tout ça et tout, dans notre lit, oui. Ça m'est arrivé de me réveiller le matin avec une solution, une idée de protocole, tout ça. Donc oui, ça impacte notre vie de famille. Après, j'ai aussi constaté quelque chose, c'est un métier où on se met énormément de pression, mais on se la met nous-mêmes. Parce que extérieurement, en fait, on n'a pas énormément de pression. Alors, il faut publier pour exister et tout ça, et c'est vrai, si on publie pas, bah voilà. Mais en même temps, si on publie pas, on n'est pas viré non plus. Avant qu'un chercheur soit viré, il faut vraiment même sans publier, il sera jamais viré. On lui fera, mais ça va pas, est-ce que ça va bien, ou on lui mettra éventuellement au bout des années, ça suffit, maintenant bosse. Donc à la fois, en fait, on se met énormément de pression, mais on se la met nous-mêmes. Mais ouais, ça impacte notre vie de famille. Bah oui, après, je connais aucun personnel de la recherche, au-delà des chercheurs, même les ITA et même les tâches support qui ne soient pas impactés dans ça. Après, je pense que tous les métiers sont comme ça. Mais tous les métiers intellectuels où tu réfléchis n'ont pas de fin. Donc oui, tu portes dans ta douche, tu passes en te couchant le soir. Voilà. D'accord. Alors maintenant, on arrive à la dernière partie de l'interview et on va finir avec des questions un peu plus fun. Ouais, vas-y. Alors, une question qui t'a été posée. Si Superman existait vraiment dans notre réalité, comment pourrait-il, de façon scientifiquement réaliste, utiliser au mieux ses pouvoirs pour le bien de l'humanité? Il y a un chercheur qui a fait cette étude, et qui a calculé ça, et le mieux en fait c'est de le faire pédaler sur un vélo. Tu le fais pédaler sur un vélo avec une dynamo. De faire pédaler Superman sur un vélo. Voilà, il fait énergie gratuite et infinie. Voilà. Il y a un chercheur qui s'est amusé à faire les calculs. D'accord. Et voilà, donc ça, c'est rentable de faire pédaler Superman sur un vélo pour créer de l'énergie pour le monde. Bah, imagine une énergie propre, infinie, verte. Voilà, oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il arrête de sauver les bébés chats, tout ça. Il pédale sur un vélo, 24 heures sur 24 en permanence. C'est horrible, hein. Et ce serait le plus rationnel, c'est ça. Il ne faut pas lui donner de la kryptonite. Non, sans kryptonite. Voilà. Ok. Et sans droit de travail. Ok, oui. Alors, cette question a été posée par quelqu'un qui te connaît assez bien. Ouais. Si tu dois créer un jeu de rôle sur le milieu de la recherche, quelle intrigue tu choisirais et quels personnages cruciaux tu y mettrais? Est-ce que tu l'as déjà fait, ça? Non, parce qu'en fait, le problème d'un jeu de rôle, c'est que c'est un jeu... Parce qu'il faut dire que tu crées aussi des jeux de rôle. Ouais, pas beaucoup, mais ouais, j'ai participé, ouais. Le problème d'un jeu de rôle, c'est que c'est un travail d'équipe. C'est que c'est un jeu d'équipe où donc il faut des histoires qui font plein de personnes avec des compétences différentes, des choses comme ça. Donc je suis pas sûr que le milieu de la recherche soit vraiment... Et puis le milieu de la recherche, encore une fois, je crois pas aux chercheurs qui trouvent et qui est le seul à trouver, qui change le monde. Je pense vraiment que le chercheur, c'est des petits pas. Et raconter une histoire sur des milliers de petits pas, c'est juste chiant à mourir. Et donc je pense que ça se prête pas. Après... on pourrait faire des films et des romans sur les grands scandales de la recherche, les choses comme ça. Ou il y en a eu sur certaines figures majeures de la recherche, de l'histoire, sur Darwin, sur Einstein, sur des gens comme ça. Mais ouais, je trouve que c'est pas... Si on veut être un minimum réaliste, voilà. Et une intrigue? Une intrigue... dans le milieu tu fais quoi? de la recherche? Il y en a eu. C'est les technopolars, où il y a des virus qui s'échappent, qui sont volés, ou des données volées dans des laboratoires avec des espions qui... Voilà, mais après aussi dans toute la fiction, les laboratoires, c'est hyper high-tech, tout est sécurisé de partout, il y a des vigiles, tout ça. Honnêtement, mis à part certains laboratoires très précis qui travaillent dans L2, L3 ou nucléaire, la sécurité dans les laboratoires, c'est juste minable. Donc tu rentrerais, tu pourrais aller n'importe quel ordinateur, t'asseoir, tu dis « Ah non, mais je suis stagiaire de machin » et tu pourrais piquer toutes les données. Non. Donc ouais, je pense pas que ce soit une super idée. De créer un jeu de rôle pas réaliste. Si on est un minimum réaliste, si on est un minimum réaliste, ce serait chiant. Ok. Tes parents t'ont-ils appelé Thibaut pour tester ton orthographe et ta mémoire? Parce que je peux passer au moins 3 façons d'écrire Thibaut. Alors je crois qu'il y en a 4. Parce qu'il y a personne à dire. T, LT, LD et D. Et je crois que les D et les LD sont beaucoup plus rares et qu'ils sont plus du nom de famille. Alors j'espère qu'ils n'ont pas fait ça parce que je suis dyslexique, dysorthographique et que mon orthographe est déplorable. D'ailleurs, ça s'est peut-être vu dans mes vidéos avec des titres où il y a des fautes, des choses comme ça. J'espère pas parce qu'en général, je me vérifie. Donc non.
D'accord, donc c'est pas ça. Non, c'était pas ça. Tes parents ne t'ont pas donné ce prénom pour ça. Je sais pas pourquoi ils m'ont appelé Thibaut. Je crois que ça leur plaisait en fait. D'accord. Aurais-tu souhaité être journaliste ou alors pseudo-psy genre divan d'Henri Chapier ou grand échiquier de Jacques Chancel ou encore pire, Cyril Hanouna de la science? À toi de choisir. J'hésite entre deux. L'instance grise qui manipule par derrière tout ça et qui dirige, c'est toujours plaisant, je trouve. Tu sais, quand tu as un fauteuil qui se tourne, tu sais, que tu peux te tourner et dire aux gens le plan a échoué, ça me plaît bien. Alors, Cyril Hanouna, pas du tout, parce que son métier, c'est de faire du spectacle, et donc du grandiloquent, des choses comme ça, qui m'intéressent pas. Tu vois, pas poser la petite question qui va créer du... Alors, de l'audimat, ça m'intéresse pas. Je comprends pourquoi il le fait, je comprends très bien pourquoi ça marche et pourquoi les gens regardent ça, mais moi, ça m'intéresse pas. Le journalisme, non plus, en fait. Pas trop. Ouais, peut-être le journalisme plus, ouais. Instance grise. Pourtant, on aura besoin de journalistes avec une méthode bien carrée, bien définie, bien rigoureuse. Ça nous changerait de ce qu'on... Oui et non, parce qu'en fait... ce qu'on reproche, c'est qu'on reproche aux journaux grand public de ne pas avoir des scientifiques extrêmement rigoureux. Mais en fait, le grand public ne veut pas lire des articles écrits par des scientifiques rigoureux. Collectivement, on ne veut pas nous expliquer que c'est compliqué, on n'a pas la réponse, laissez-nous travailler. Là, on a eu une pandémie. Si, quand les morts commençaient à s'accumuler, tout ça et tout, le conseil scientifique avait expliqué c'est compliqué, pour l'instant on ne fait rien, on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire, on va faire des études, on revient vers vous dans 6 mois, on aura une réponse. Bon, bah tu dis ça, bah déjà t'es viré, hein, et quelqu'un d'autre qui dit non mais il faut faire A, ça passe beaucoup mieux. Donc c'est pas un problème de journalisme scientifique, je pense que c'est un problème beaucoup plus large de culture scientifique et d'esprit critique, et donc ça se joue pas au niveau du recrutement des journalistes, ça se joue, je pense, beaucoup plus bas au niveau de l'éducation. Par exemple, moi, si on me laisserait le choix, je remplacerais le cours de philosophie en terminale, pas parce que c'est pas intéressant la philosophie, mais parce que je pense qu'on est complètement immature pour vraiment aborder la philosophie, et je le remplacerais par des cours d'esprit critique et de recherche des sources. C'est-à-dire, vous voyez cette vidéo-là sur Internet, qui c'est qui l'a fait, pourquoi, que ce soit des réflexes. Il y a quelque temps, une amie à moi m'a envoyé un article en me disant « Mais tu crois que c'est vrai ?» Et l'article, c'était un journal qui disait que les scientifiques à Lausanne avaient créé un mini trou noir en labo. Voilà. Sur le coup, je me suis dit « Attends, ça me paraît pas possible du tout. » Et donc, la première chose que j'ai fait, c'est regarder les autres articles. Et les autres articles, il y en avait un qui avait trouvé la tombe de Jésus dans l'Alabama, un autre, c'était sur un python de 45 mètres en Amazonie. Je fais, bon, bah non, tu vois. Et mon ami n'avait pas eu le réflexe d'aller regarder les autres articles du même journal. Voilà. Par exemple, on a aussi des politiques qui citent régulièrement au premier degré le Gorafi. Ils ont vu passer un tweet de Gorafi, ils le citent comme voyez, oh mon Dieu, Macron a fait ça. Parce que le Gorafi disait que Macron avait, je sais pas, décidé de vendre le musée du Louvre pour acheter un yacht. Et ils le citaient comme quoi c'est un scandale. C'est-à-dire, ils n'ont même pas été voir le reste, parce que le Gorafi, sur certaines fois, parfois, ils sont même en dessous de la réalité, c'est assez dingue, mais quand tu regardes 4 trucs de Gorafi, tu sais que c'est parodique. Et donc tu vois, ces réflexes-là, de se poser la question, j'ai un doute là-dessus, je regarde ce que les mêmes gens ont fait ailleurs, ça joue. Par exemple, moi je sais que j'avais discuté avec quelqu'un sur le 11 septembre, comme quoi c'était un complot, qu'il disait mais si, regarde, cette association, elle a prouvé que l'immeuble il n'est pas tombé à cause des avions, que c'est des explosifs, tout ça et tout. Et le même mec qui a fait ce documentaire et qui explique tout ça, a fait un autre documentaire sur l'excavation de la tombe de Jésus, je sais plus où, du second avènement de Jésus aux États-Unis. C'est le même mec. Et dans un cas, enfin, moi j'ai pas de doute dans aucun des deux cas, mais tu vois, tu te dis, si tu as un cas, l'autre te paraît vachement plus aberrant. Donc, pour moi, le problème du média scientifique à l'heure actuelle, c'est pas un problème de journalisme scientifique, c'est un problème de culture scientifique encore plus bas. Quand nous, on exigera collectivement des reportages scientifiques plus construits, dans des journalistes scientifiques plus rigoureux, et ben on les aura. C'est juste que pour l'instant, notre culture scientifique est nulle, qu'on ne sait pas aller chercher nos sources collectivement, hein, voilà, mais même les chercheurs, quand tu discutes avec les chercheurs qui font la thématique A, ceux qui pensent des thématiques B et C, en fait, on ne se renseigne pas. Donc, voilà. Ok.
Donc tu veux être aucun de ces... Non, je veux être l'éminence grise, diriger le monde en secret, avec un fauteuil qui tourne. Ok. Et pas de chat, parce que mon fils est allergique. Donc tant pis. Un iguane, ça va être bien, iguane. C'est bien, l'iguane. Travaillant sur Cérévisier, Ouais. aimes-tu la bière ou es-tu plutôt vin ou eau minérale? Il faut que tu expliques déjà ce que c'est que Cérévisier. Alors, Saccharomyces cerevisiae, c'est la levure qui est principalement utilisée dans toutes les boissons fermentées, donc tous les alcools et dans le pain. Alors, il se trouve que je bois quasiment jamais d'alcool, par goût, tout simplement. Et je m'étais demandé à l'époque, quand on allait me recruter, si on allait me poser la question au concours. Et j'avais trouvé une parade que j'aimais bien. Je suis content de ne pas avoir eu lieu à le dire, parce que je ne sais pas comment ça aurait été perçu. Je leur ai dit que je travaillais sur Escherichia coli et que j'avais jamais eu d'infection urinaire. D'accord. Et Ouais, c'est un raison. argument. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, je travaille pas sur Cérévisier parce que Cérévisier c'est ma passion, ni sur les aliments fermentés parce que c'est une passion. Après, c'est des modèles hyper intéressants qui posent plein de questions passionnantes et qui ont des avantages géniaux en termes de... c'est des milieux anthropisés, donc qui sont facilement contrôlés, donc on peut faire des expérimentations facilement, des choses comme ça. Mais sinon, j'aime bien le kombucha en boisson fermentée. Donc pas trop l'alcool, ouais. Pas trop ni la bière ni le vin. D'accord. Ok. Et on dira pas quelle boisson tu préfères. Ah, mais je bois beaucoup de coca. Enfin, j'essaye de réduire le coca. Et je sais que c'est la honte de mon laboratoire et qu'ils ont honte de moi en congrès. Mais c'est pas grave. Alors, prochaine question. Comment se déroulent les rêves parties pour YouTube à Cancun? Et ben alors, attends, ils vont où? Les youtubeurs, ils vont pas à Cancun. Ils vont à Malte. Ils vont à Malte? Ouais, les youtubeurs, beaucoup de youtubeurs qui deviennent riches s'expatrient fiscalement à Malte. Parce que Non, je mais trouve là, ça très c'est les drôle. rêves parties. Voilà, j'ai jamais mis les pieds dans une rêve party. Connaissant ton amour de la musique électro. Voilà, donc je ne sais pas. Pour l'instant, je ne suis pas dans le YouTube game et je ne connais aucun autre youtubeur. Je connais quelques podcasters, mais non, ouais, je sais pas. Je suis jamais allé à Cancun non plus. C'est nul. En fait, ma vie est nulle. Ça n'a pas de sens. Ok. Et dernière question un peu drôle. Ouais. Est-ce que tu continueras à nous adresser la parole quand tu auras des millions de followers comme Kim Kardashian? Alors, je n'aurai jamais des millions de followers comme Kim Kardashian parce que je pense que tout nu, j'aurai vachement moins de succès. Déjà. Alors après, oui, non. Je vise pas les millions. Je crois que mon ambition la plus folle, c'est d'atteindre les 1000. Et je suis pas sûr d'y arriver. Et tu continueras à nous parler? Eh oui. D'accord. Enfin, mon secrétaire vous parlera. Ok. Du coup, merci Thibaut de nous avoir accordé tout ce temps et d'avoir accepté de répondre à toutes les questions. Merci à toutes les personnes qui t'ont envoyé toutes ces questions, qui ont vraiment joué le jeu et qui ont envoyé les questions. Et pour te faire honneur, nous allons clore l'interview comme tu as l'habitude de le faire, avec une source de fierté, une erreur, un échec, un truc que tu ferais différemment et une recommandation culturelle. On va commencer par la source de fierté. La source de fierté, ça va, je suis prêt, j'y avais pensé. Alors il y a la réponse la plus bateau, tout ça, ça va être cette chaîne YouTube. Je suis assez fier de ce que ça donne et j'aime bien, voilà, donc ça. Après, scientifiquement, j'ai fait un papier avec Dominique Devienne et Julie Fievé, qui a traité en fait de l'hétérosis, c'est-à-dire le phénomène biologique où où l'hybride, c'est-à-dire issu de deux parents différents, est plus performant et a une meilleure fitness que les parents. Et ce phénomène-là, qui est beaucoup utilisé en agriculture, tout ça, il n'est pas évident à comprendre de comment il fonctionne. Et Dominique Devienne, et avec Julie Fievé et moi j'ai aidé, a créé tout un corpus théorique qui explique ce phénomène et qui explique pourquoi on le retrouve dans la biologie de partout, et qui est vraiment une avancée conceptuelle importante. Et ça, je suis très fier d'avoir participé à ce truc-là. Parce que tous les autres trucs que j'ai obtenus dans la recherche, c'est des points de détail, des choses intéressantes, mais qui sont pas généralisables, tout ça. Et ça, c'est un concept généralisable, vraiment, qui explique un phénomène biologique et qui est une explication possible sur ce phénomène-là. Et ça, je suis très fier d'avoir. Et tu pourrais nous dire quel impact il aurait sur quelle application? Et ben en fait, ça permet de mieux prédire ce phénomène-là, et notamment, c'est beaucoup utilisé en maïs. Par exemple, en maïs, quasiment toutes les cultures de maïs sont des cultures hybrides. C'est-à-dire, on plante tous les ans des hybrides,
et que l'année suivante, c'est plus les mêmes, donc ils perdent en performance. Donc ça oblige à racheter tous les ans des graines, enfin il y a tout un système économique, mais qui apporte beaucoup de performance. Et ce système-là, on le retrouve chez l'homme dans certains phénomènes, on le retrouve un peu partout en biologie. Et ce truc-là permet de mieux prédire dans quelles circonstances il va apparaître. Et donc ça permet en fait de faire énormément d'améliorations variétales dans tous les domaines de l'agriculture. Et bah ouais, je suis fier d'avoir fait ce papier-là en particulier. Ouais. D'accord. Je suis même pas premier en temps en plus. Une erreur ou un échec? Quand je suis arrivé dans mon UMR actuel, ça a été dur au début. J'ai mis vraiment de temps à trouver ma place, tout ça et tout. Ça a vraiment été difficile. Parce que je me suis retrouvé, en fait, j'avais toujours travaillé jusqu'à maintenant en très, très étroite collaboration avec, par exemple, mon directeur de thèse ou les gens avec qui j'étais en postdoc, où je voyais tous les jours, vraiment. Alors qu'en tant que chercheur, quand je suis arrivé, on m'a tout de suite considéré comme beaucoup plus indépendant et beaucoup plus laissé faire mon truc dans mon coin et faire des bilans tous les 6 mois. Et en fait, ça me va pas du tout. Ça me convient pas du tout. Moi, j'ai besoin de faire des allers-retours très souvent, rapidement, tout ça. Et tu considères que c'est un échec de ta part? Non, en fait, oui, parce qu'en fait, plutôt qu'aller voir les gens et leur dire là, comme ça me convient pas, j'ai besoin de plus de retours, plus d'allers-retours, j'ai besoin d'être plus encadré, de plus... Je l'ai pas fait, j'ai essayé de m'en sortir tout seul dans mon coin et tout, et ça a été un truc dans lequel je suis tourné en rond pendant des mois, des années, un peu, et après j'ai réorganisé totalement ma façon de travailler, tout ça et tout, et j'en ai moins besoin maintenant, mais le fait de pas aller voir les gens et leur expliquer tout simplement, bah là, comme ça, moi je suis pas aussi indépendant que vous le pensez, aidez-moi quoi. Parce que je pense en fait que c'est débile, parce que si moi, à l'heure actuelle, quelqu'un me disait ça, je dirais, bah ouais, pas de problème, on fait ça, quoi. On va faire des réunions plus souvent. D'ailleurs, quand on fait avec les doctorants, tout ça et tout, on s'adapte et on fait des réunions plus ou moins souvent en fonction de leurs besoins et du temps qu'on peut dégager. Et en fait, bah, c'est pas parce que t'es 4 ans plus tard que t'as changé de nature et tout ça. Alors, enfin, si, il faut quand même être un peu plus indépendant en tant que chercheur qu'en tant que doctorant. Mais ouais, et le fait de pas aller les voir Après, j'ai sûrement pas identifié aussi bien les choses à l'époque, mais ouais, c'était ça. Ouais. Ok. Un truc que tu referais différemment? Bonne question. Il y en a peut-être. Je ne ferai pas des études en biologie. Ah, d'accord. Parce que comme ça, en fait, ça me permettrait d'explorer toute une autre branche. Je pense que quoi qu'il arrive, j'aurais fait un métier intellectuel, parce que et sûrement de la recherche, parce que c'est dans ma nature et j'adore ça. Mais ouais, comme ça, je vais découvrir, je sais pas, de l'économie, de chercher en économie ou une autre branche complète différente de la science. Pas forcément les physiques ou les maths, parce que j'étais pas hyper à l'aise avec les maths, mais les maths pures, mais ouais, c'est ça. Comme ça, j'aurais une nouvelle vie complètement différente. J'aurais pas rencontré les mêmes gens, j'aurais pas les mêmes amis, je n'habiterais pas au même endroit. Je pense que ce truc-là, changer le choix de la faculté en première année, changerait toute ma vie et ce serait top. Et dernière chose, une recommandation culturelle. Qu'est-ce que tu nous recommandes? Qu'est-ce que je recommande en culturelle? Alors, mince, j'ai oublié le titre. Tu vas pouvoir m'aider parce que je t'ai offert le livre. C'est Hail Mary. Hail Mary. Hail Mary. C'est du même auteur qui a fait le roman puis le film The Martian avec Matt Damon. Et en fait, c'est un mec qui fait des trucs de science-fiction dans le futur qui sont très scientifiques et très positives. Et donc dans l'histoire de celui-là, c'est le soleil est en train de mourir, on ne sait pas trop pourquoi, et on finit par comprendre qu'en fait c'est parce qu'il y a une sorte de bactérie spatiale qui se nourrit de la lumière du soleil et du CO2 de Vénus, et qui fait des allers-retours, et qui est en train de tuer le soleil. Et il y a un soleil autour de la Terre qui n'a pas le problème, donc on envoie une mission spatiale pour savoir pourquoi, pour répondre à la question de pourquoi ce soleil n'est pas atteint par cette épidémie de bactéries qui bouffent la lumière du soleil. Et il y a un mec dans ce vaisseau-là qui se retrouve tout seul, parce que c'est le seul à survivre au voyage, à essayer de résoudre le problème. Et ça, on retrouve la même idée que dans The Martian, où on est dans une galère sombre et totale, mais ok, on bosse. Et puis la science plus le travail, un après les autres, résout le problème. Et j'adore ça. Donc voilà, donc ce serait ce roman-là. Ouais. Que je recommande aussi, parce qu'il est vraiment très bien. Je suis sûr qu'ils vont faire un film. Du coup, merci beaucoup Thibaut pour cette interview. Avec plaisir. Et à bientôt pour d'autres aventures sur ta chaîne. C'est ça. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous. Eh ben, merci.